C'est bien plus sympa. Donc, effectivement, pourquoi l'effet Pac-Man? Parce qu'effectivement, comme vient de le dire Franck, dans les années notamment 2010, on est arrivé à commencer à maîtriser différents types de documents. Et ce qui a été vraiment la caractéristique depuis, on va dire, 10 ans, c'est de la capacité non seulement de l'IA, mais aussi des logiciels traditionnels, on va le voir avec José qui connaît ça par cœur, à pouvoir absorber et à digérer, à ingérer et digérer la quasi-intégralité des types de documents qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est intéressant. On vous a sélectionné, pour illustrer ça, un certain nombre de cas d'usage, donc de types de documents, qui représentent la diversité de ce qu'on peut avoir dans un processus administratif aujourd'hui. Donc des processus complexes. Quand on voit, j'imagine que vous avez tous fait ça, d'acquérir un bien immobilier ou d'avoir, hélas, une succession à gérer auprès d'un notaire. Vous avez 20 types de documents, un dossier comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel, à l'état de l'art de la technologie, c'est qu'on est capable de traiter l'intégralité de ces documents. En revanche, une des caractéristiques, ça je vais vous le dire, pas forcément avec la même techno. Je te laisse la parole. Ce que j'aimerais, c'est capture intelligence avec le Pac-Man. Il y a quoi? Il y a un contraste, tu veux dire? Il fallait être très intelligent pour le. Merci, José. Pour trouver le parking aussi. Alors, pour le trouver, aucun problème. Ça, je l'ai bien trouvé. Voilà, donc comme on vous l'a dit, j'ai essayé de faire barrer la barre de titre là où j'y arrive pas. Elle veut pas. Oh, ouais, c'est dommage. Bon, ça va le faire. Comme ils vous l'ont montré, effectivement, il y a eu une évolution des technologies et ce graphe, on a voulu ici montrer en fait que cette évolution des technologies correspondait à une évolution des cas d'usage. En fait. Et surtout en pourcentage de couverture du traitement documentaire. On part de assez loin quand même, voilà, on part de la reconnaissance de marque optique, qui a été le premier outil pour capturer de l'information sur un document, qui existe depuis voilà, qui existe toujours aux États-Unis notamment. C'est énormément utilisé pour les étudiants, pour les corrections automatiques. Je peux le dire aujourd'hui, c'est une activité que j'ai depuis 30 ans et nous équipons toutes les universités françaises. Il n'y a rien de plus rapide pour passer un examen. C'est ça. Voilà. Ah oui. Je peux demander un petit peu plus de temps. L'OMR est encore utilisé sur certaines machines. Ouais, mais pas des pitnets. Devant la caméra. Voilà. Ouais, parce que j'apprends pas tellement la caméra, mais c'est. J'aime bien bouger, c'est pour ça. Ouais, je en ligne. Ça marche. Pas de problème. Donc ensuite, effectivement, on a commencé à récupérer de l'information localisée, c'est-à-dire qu'on savait où elle était sur le document. Il fallait évidemment qu'elle soit toujours localisée au même endroit. Sinon, ça posait problème. Ensuite, on a trouvé des systèmes avec l'OCR qui nous permettaient effectivement de récupérer des formats de données bien spécifiques. On cherchait une clé sur un document pour retrouver une valeur qui devait être à proximité. En maximisant tout ça, on a quand même réussi à couvrir pas mal de nouveaux éléments. Et notamment, c'est à cette époque-là qu'on commence à traiter un peu de la facture, qui a été vraiment, je dirais, le document dématérialisé et qui a apporté de la valeur ajoutée à la dématérialisation. Ensuite, effectivement, comme on l'a dit, on passe sur le machine learning. Le machine learning, c'est finalement de la clé-valeur, mais on n'a plus besoin, entre guillemets, de réfléchir 150 ans à quel est le bon mot-clé, quel est le bon format de valeur à côté, où est-ce qu'il est situé. On va laisser la machine faire, on va lui donner des exemples et elle va nous ressortir d'elle-même les éléments importants sur le document. Ce qui a introduit par la suite, effectivement, tous les modèles, donc le deep learning sur lequel on est actuellement aujourd'hui, où on a des technologies qui sont très puissantes, qui permettent d'apprendre sur des petits volumes à reconnaître les éléments qu'on recherche sur un document. Et puis, peut-être donner une échelle, par exemple, pour un document, pour la reconnaissance, on arrive à faire des choses bien aujourd'hui en deep learning avec 100 documents, alors qu'il en fallait peut-être 10 fois plus ou 5 fois plus
en machine learning. Donc, Il y a encore 2 ans, il fallait moins de 1000 documents, c'était pas suffisant pour entraîner un moteur. Aujourd'hui, on commence à pouvoir entraîner des moteurs à partir de 100 documents. Donc, voilà, il y a et puis je pense que voilà, on va, comme d'habitude, hein, la création ne s'arrête jamais. Là, on entre dans l'ère des IA génératives, dont tout le monde a entendu parler, évidemment, ChatGPT, etc. Et on commence aussi à introduire, alors que ça existe depuis longtemps, hein, le Natural Language Understanding, donc la compréhension du langage naturel, existe finalement depuis longtemps, mais n'a pas encore trouvé ses usages au niveau de la capture. Et on commence à mixer un peu les deux. C'est-à-dire qu'on commence à voir arriver sur le marché des solutions qui vont mêler finalement de l'IA, de l'apprentissage, mais également de la compréhension. Parce que, bon, on va dire que globalement, la machine est plutôt bête quand elle va lire le texte. On lui fait un apprentissage profond, c'est simplement les exemples qui vont lui faire trouver les nouvelles positions d'un champ à capturer. Alors que quand on va partir sur de la compréhension, en fait, on va vraiment, la phrase va être comprise et donc l'IA va savoir, le moteur va savoir quelle est la partie de la phrase qui nous intéresse. Et si on inverse la phrase, si on la met sur une forme passive, etc., il va continuer à la comprendre. Alors que pour l'instant, sur un modèle de deep learning classique, ça ne serait pas le cas. Donc voilà, on a cette courbe qui nous montre que on arrive quasiment aujourd'hui à traiter 100% des cas d'usage. Évidemment, pas forcément toujours avec la même technologie. Question. Je vois pas du tout le manuscrit là. Alors le manuscrit, en fait, c'est passé sur le manuscrit. Le manuscrit, je le cite après. Le manuscrit, finalement, alors, c'est. Ça a commencé quand? Le manuscrit, il a commencé ici, au niveau de la localisation, parce qu'on avait des technologies qui n'étaient pas de l'OCR, mais de l'ICR. Donc, on allait essayer de reconnaître, alors comme je ne sais pas si je parlais de Boomer tout à l'heure, j'ai parlé du Palm, qui avait sa fameuse reconnaissance d'écriture où on pouvait écrire des lettres et il est transcrivait. Le système était basé déjà sur le méthode elliptique, Ouais. la connaissance de caractère. Donc, on a effectivement, sur de la localisation, depuis longtemps, on arrive à peu près, les moteurs d'ICR ne sont pas toujours très, très performants. L'IA a apporté un petit peu plus, c'est-à-dire que maintenant, avec des moteurs de reconnaissance de caractères manuscrits qui sont basés sur de l'IA, on arrive un petit peu plus à faire des choses intéressantes. Les derniers moteurs, typiquement des grands groupes comme Microsoft, Amazon ou Google, sont maintenant assez capable de lire du texte et de manière assez bluffante parfois parce que l'écriture, voilà, on sait tous qu'elle peut être. Tout le monde n'écrit pas avec des jolis bâtons et une belle écriture de maîtresse. Et on arrive à des technologies. J'en parle un petit peu plus tard sur des exemples précis, mais à des technologies où finalement on n'a plus de reconnaissance de caractère. On va essayer de reconnaître le mot. Et on va essayer de reconnaître le mot de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui apprend à lire. On va littéralement lui apprendre à lire, comme un enfant. Mon point, si tu veux, c'est aujourd'hui, il est crédible de dire à quelqu'un, je reçois du courrier manuscrit, faites-moi la reconnaissance. C'est crédible, ça. Alors, c'est crédible. Ça sera avec des taux qui seront évidemment moins bons que sur du tapuscrit. Après, c'est voilà, il va falloir mêler beaucoup de choses pour arriver à un résultat. On sait que ça va s'améliorer. Voilà. Ça peut s'améliorer. Après, il y a aussi une descente de nombre de lettres manuscrites en fait qui arrive. Ce qui va se passer en fait, c'est à un moment donné, c'est le taux à quel moment j'investis et pour quel résultat. Est-ce que je vais investir dans une grosse solution parce que derrière, il va falloir de l'IA, du NLU, parce que si c'est une lettre manuscrite, c'est quelqu'un qui l'a pensée dans sa tête, elle est absolument pas formatée d'une manière bien précise. Donc, il va falloir du NLU, il va falloir de l'IA, il va falloir de la lecture de manuscrits. Donc là, on combine 3 technologies, donc on peut se dire qu'au niveau investissement, on va être relativement élevé. Est-ce que ça vaut le coup par rapport au volume que je reçois, qui est plutôt en décroissance? Donc là, la question va se poser à ce moment-là. Il y a quelques cas d'usage, Jean-Pierre, où
Typiquement, un courrier de résiliation d'un Canal+ ou X, on sait aller chercher dans une zone de flex manuscrit le mot résiliation et je dirais le numéro de l'abonné. Donc ça, on le fait déjà depuis plusieurs années. Il y a un autre système aussi qui est important pour avoir fait, qui est de la lecture des chèques. Aujourd'hui, on arrive à lire quasiment 7 ou 8 chèques sur 10 en automatique. Sauf qu'il faut savoir que derrière, il y a quand même une base de données qui mixte, je dirais, le montant et le libellé. Donc entre guillemets, le référentiel est important et va aider le moteur pour aussi la performance.